Bonjour Bretagne et on continue à décrypter l'info bretonne. Ce mercredi 22 janvier 2025, focus sur l'intelligence artificielle et ses applications pour les entreprises locales. Une oreille connectée dans les EHPAD de la région, un banquier augmenté au Crédit Mutuel de Bretagne, des cartes postales anciennes qui s'animent ou encore le montage vidéo de vos films d'entreprise qui se réalisent quasiment seuls. Voilà quelques exemples d'entreprises locales qui utilisent l'intelligence artificielle là où on ne s'y attendait pas forcément. Cyril de Sousa Cardozo, bonsoir. Bonsoir. Alors avec le groupe Polaria, vous développez des solutions d'intelligence artificielle et faites aussi beaucoup de pédagogie sur le sujet, comme avec ce projet grand public. On vient de voir quelques images de Brest animées. Vous avez donc animé des cartes postales anciennes de Brest, on en reparlera. Avec nous également Marina Dété. Bonsoir Marina. Bonsoir Pauline. Marina, vous êtes la cofondatrice de Tidéo, une plateforme de production vidéo pour les entreprises. Votre atout, proposer des vidéos clés en main en moins de 48 heures et l'intelligence artificielle va vous permettre d'être encore plus efficace dans le montage vidéo. Vous allez nous expliquer pourquoi. Enfin, Nicolas Farrugia, bonsoir. Bonsoir. Nicolas, vous êtes enseignant-chercheur à IMT Atlantique, c'est l'école d'ingénieurs à la Pointe-Bretonne. Vous faites partie de l'équipe Brain pour de meilleures représentations pour l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Alors Marina, je démarre avec vous. L'intelligence artificielle, c'est une sacrée révolution quand on travaille dans l'audiovisuel comme vous. De quelle façon cette technologie-là, va changer votre façon de faire des films ? Alors nous, on a développé un programme qui s'appelle Moviolia. Et Moviolia, c'est un programme d'intelligence artificielle qui va vraiment révolutionner le montage des vidéos d'entreprise. On a commencé à réfléchir à ce projet il y a 1 an et demi à peu près avec Ectacom qui est spécialisé dans la transmission vidéo et l'IMT Atlantique avec l'équipe Brain dont Nicolas fait partie. Et on s'est dit, comment on peut mettre nos synergies ensemble et puis comment on va pouvoir proposer des solutions pour gagner du temps dans le montage de nos vidéos. Et c'est la genèse un peu de ce projet-là. Alors comment ça va se passer ? Donc là, en fait, on a 12 ans de savoir-faire, d'expertise qu'on va mettre au service aussi des équipes. Et en fait, on va permettre, alors c'est Nicolas qui va pouvoir expliquer plus en détail, mais d'apprendre à une machine à interpréter un brief, à proposer un dérush, un pré-dérush, donc ce qu'on appelle un dérush. Trier finalement les rushs, bonnes prises de vue pour pouvoir, in fine, proposer un pré-montage. Et donc, nos monteurs en interne vont pouvoir vraiment se focaliser sur des tâches à très forte valeur ajoutée, c'est-à-dire à prendre le temps de créer, d'apporter de l'émotion dans les vidéos, etc. Et évidemment, se faire un focus sur le message. Mais c'est vrai que depuis 12 ans, quand on a créé Tidéo, on voit que le secteur évolue de façon très rapide. Mais là, concrètement, Marina, ça gagne combien d'heures dans un montage ? On parle vraiment en heures gagnées ? Alors, on aimerait, d'ici 2 ans, faire gagner à peu près 80% du temps de montage au monteur. Nicolas, concrètement, comment il fait cette intelligence artificielle ? Elle détecte les visages, elle détecte finalement des images clés ? Oui, alors en fait, ce qu'on a aujourd'hui en intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle des modèles de fondation. Donc en fait, c'est des très grands modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés pour la plupart par des grandes entreprises comme Meta ou comme Google ou OpenAI. Donc vous connaissez ChatGPT, c'est un modèle de fondation de langage avec lequel on peut discuter. Et il y a d'autres modèles qui sont aussi des modèles pour analyser les images, donc qui vont en effet détecter tous les objets, leur position, les compter, donc pouvoir analyser le contenu de l'image, mais on peut aussi analyser le contenu du son, donc de toute la bande son, de ce qui a été filmé, transcrire les interviews directement. Donc dans les interviews, les mots-clés peuvent être repérés pour être... Et en fait, l'idée dans Moviolia, c'est qu'on va se baser beaucoup sur les demandes des clients, ce qu'on appelle les briefs, donc Marina en a parlé un petit peu, et on va interpréter ces briefs-là avec des IA basés sur du langage, donc ce qu'on appelle des grands modèles de langage, des LLM, Large Language Models en anglais. Est-ce que tout le monde, Marina, dans vos équipes, voit ça arriver d'un bon œil ? Les monteurs sont contents de gagner du temps ou il y a un petit côté « Oh, l'intelligence artificielle, ça me fait peur ». Il y a un peu de pédagogie à faire, forcément, mais nous, les premiers, quand on commençait à avoir les prémices de l'IA, l'IA, on l'utilise déjà. Oui. Il y a déjà des briques IA dans nos process, avec les logiciels qu'on utilise, etc. On est quand même ouvert là-dessus. Mais c'est vrai que quand on a commencé à parler du projet aux équipes, c'est ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on va être remplacé par l'IA ? Et notre philosophie chez Tidéo, c'est vraiment de se dire non,
on ne sera pas remplacé par l'IA, par contre, on sera remplacé par les gens qui vont la maîtriser. Donc, soit on regarde le train passer et il passe très très vite, parce que ça évolue très très vite, l'IA dans le secteur vidéo, soit on prend le train, et on a décidé de prendre le train. Et donc, on a présenté le projet aux équipes, avec Ectacom, avec l'IMT, on les a mis à contribution aussi dans le projet, voilà. Et ils sont contents. Et ils sont contents, voilà. Mais ils sont curieux aussi de voir ce que ça va donner, évidemment. Curiosité, crainte, Cyril de Sousa Cardozo, il y a parfois une défiance quand vous arrivez dans une entreprise, dans un organisme pour développer, appliquer vous aussi l'intelligence artificielle dans leur process. C'est les mêmes craintes en général qui reviennent. Est-ce qu'on va être remplacé par l'ordinateur finalement ? Oui, je pense que là, pour le coup, tous les secteurs sont égaux face à ça. En tout cas, tous les domaines dans lesquels il y a des tâches intellectuelles, parce que c'est bien ces tâches-là qui sont avant tout impactées par ce qu'on appelle effectivement les modèles de fondation. Et effectivement, il y a cette inquiétude. Alors, il y a à la fois de la curiosité et de l'inquiétude. Mais il y a aussi un point qui est quand même un consensus. Tout le monde a bien conscience qu'il y a des transformations qu'on ne va pas freiner. Donc, il y a une conscience des transformations en cours. Il y a aussi des opportunités qui naissent avec, et je suis tout à fait d'accord. Les gens ne vont pas être remplacés par des IA. Par contre, ce sont leurs tâches qui se transforment. Les métiers, effectivement, vont se transformer. Et effectivement, le métier de monteur, quand on dit que 80% du montage va être fait par IA, ça veut dire que ce n'est pas 100%, qu'il reste cependant ces 20%. Et dans ces 20%, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Où va se trouver justement la touche humaine ? C'est tout le sujet et l'enjeu des transformations en cours. C'est bien d'articuler l'humain et l'IA pour en faire vraiment un progrès. Nicolas Faroujas, il y a une équipe qui travaille pour de meilleures représentations pour l'intelligence artificielle. Vous en faites partie. C'est parce que cette technologie a encore parfois une mauvaise image. Pourquoi, selon vous ? Il y a différentes raisons pour lesquelles il y a une mauvaise image de l'IA. Une des raisons, c'est, je pense, la consommation énergétique et la taille des modèles, en fait. Donc ces modèles, c'est des très grands modèles qui nécessitent des ressources de calcul que, pour la plupart du temps, on n'a pas à la maison. Donc un des enjeux, c'est d'arriver à les simplifier, à les rendre utilisables sur des machines plus modestes, enfin, du type de machines qu'on peut avoir à la maison. Il se trouve que les modèles d'IA, en fait, fonctionnent sur des cartes graphiques qu'on utilise pour le jeu vidéo. Ouais. Donc les gens qui ont des PC de gaming, en fait, ils ont des cartes graphiques. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut pour faire tourner des modèles, on va dire, de taille moyenne à un peu grand, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire tourner des très très grands modèles de type des modèles de langage typiquement, qui sont beaucoup plus gros. Mais il y a tout un effort, il y a toute une communauté de gens qui sont très motivés en ligne pour développer en fait tout ce qu'il faut pour réduire la taille des modèles. Et il y a aussi des enjeux de recherche importants sur lesquels on travaille donc dans mon équipe. Cet enjeu écologique, d'empreinte écologique de l'IA, vous y avez pensé aussi ? Absolument. En fait, j'allais rebondir. Effectivement, nous, ce qui nous a aussi convaincus dans ce projet, c'est que l'équipe de Brain travaille sur cette frugalité. On sait que l'IA qu'on va développer va être la moins consommatrice possible d'énergie. Et on est aussi sur une IA française. On va se servir de serveurs qui sont hébergés en France, qui sont sécurisés et qui vont demander le moins de ressources énergétiques possible. Et ça a été un argument de poids dès le départ dans le projet. Choc pour Tidéo. Cyril de Sousa Cardozo, vous travaillez pour changer cette image, justement. On parlait de pédagogie. Vous parlez même d'acculturation du grand public, selon vos mots, à l'intelligence artificielle. Pourquoi tout le monde doit s'en emparer, Cyril ? Parce que justement, ce qui a été dit avant est très juste, c'est qu'à un moment donné, on doit comprendre à la fois quels sont les enjeux, les potentiels, les opportunités, mais aussi les risques de ce type de modèle, que ce soit dans leur biais, dans leur consommation énergétique. Et ça, on ne pourra le faire collectivement que si tout le monde comprend bien de quoi on parle. Et en réalité, il y a beaucoup d'a priori, de mauvaises, en tout cas, considérations vis-à-vis de l'IA, d'ailleurs sur une mauvaise compréhension du fonctionnement de ces systèmes-là. Et ça empêche le vrai débat sur des vrais sujets. Et effectivement, il faut réinscrire notamment la consommation de ces modèles-là, mais dans une considération plus globale de notre approche d'ailleurs du numérique, savoir où est-ce qu'on veut placer justement la souveraineté technologique, ça pose des enjeux. Trump vient de prendre le pouvoir aux États-Unis, entouré des milliardaires de la tech. Autant vous dire qu'ils n'ont pas envie de défendre les valeurs européennes dans leur approche. Et là, la question, c'est l'Europe va devoir se positionner. Dans le fait que vous dites qu'il faut que tout le monde s'en empare aussi, c'est une forme de culture générale aussi, pour pouvoir aussi reconnaître, se défendre, s'approprier. Enfin voilà, pour éviter d'être piégé aussi par l'intelligence artificielle qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Il y a toute cette dimension individuelle. Alors, je crois que il y a un vrai enjeu de productivité. Il va avoir un impact énorme sur le PIB français, européen et mondial de l'arrivée de l'IA. La question, c'est qui c'est qui va capter ces gains de productivité. Et je crois qu'on doit faire en sorte que justement ça soit un maximum réparti et de manière juste. Et pour ça, il faut que les gens s'en emparent. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il faut qu'on puisse organiser le débat citoyen. Et ça, c'est possible uniquement si les personnes le comprennent. Je crois que voilà, moi je suis ingénieur de formation, chercheur. Je crois qu'on ne doit pas
laisser le sujet de l'IA entre nos mains. On doit en faire un sujet qui est public et que tout le monde exactement puisse se décider. Bon, et si tout le monde s'en empare, si toutes les sociétés de production du visuel s'en emparent, qu'est-ce qui peut faire la différence dans l'avenir entre un film réalisé par votre concurrence, voire même par un particulier, et par Tidéo ? Après, Tidéo, voilà, ça fait 12 ans qu'on est là, qu'on a développé une expertise, un savoir-faire, une façon de faire, des process, une plateforme. Donc voilà, on va utiliser l'IA dans ce cadre-là, dans ce savoir-faire qu'on a développé et dans les humains qui seront là derrière aussi. Oui. En tout cas, c'est une technologie qui s'installe avec une rapidité incroyable. Il y a 2 ans, vous étiez 1% à l'utiliser au boulot. Aujourd'hui, c'est près de 25%. C'est vous qui m'avez confié ces chiffres, Cyril. Des chiffres qui prouvent que le monde de l'entreprise, finalement, n'a pas tardé à s'approprier l'intelligence artificielle. Alors, avec une subtilité, c'est que c'est une révolution qui est avant tout individuelle avant d'être collective. C'est-à-dire que ce sont les individus qui se sont emparés. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens utilisent ChatGPT quasiment de manière hebdomadaire. 85% des étudiants utilisent l'IA de manière hebdomadaire. Donc, ça pose question effectivement sur une rapidité de diffusion. Avec un point cependant, une grande partie, 65% des salariés qui utilisent l'IA au travail, le font sans le dire à leur employeur. Avec tous les sujets que ça pose, effectivement, en tant que maîtrise de SI, sécurisation de la donnée. Donc on est à la fois dans une révolution qui est importante, rapide et individuelle. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait collectivement ? Quels sont les vrais cas d'usage d'entreprise ? Comment on est au service de la valeur ajoutée de l'organisation et comment on pense des systèmes qui répondent à un certain nombre d'enjeux. Je crois que l'exemple, là, notamment, de la solution qui est présentée, participe à cela. Est-ce que la France est un peu à la traîne dans le développement et l'utilisation de l'IA au quotidien, peut-être sur la partie développement-recherche ou au contraire pas du tout, Nicolas ? Ça dépend de quoi on parle, mais du coup, Cyril vient de parler de ChatGPT, donc, qui est l'entreprise OpenAI, qui est une entreprise américaine. Et en fait, en réponse à ça, il y a pas mal de choses qui se sont faites, mais notamment, il y a un champion français qui est né, c'est Mistral, donc, qui est une licorne, qui est une entreprise qui est à Paris, fondée par une poignée de personnes, qui est du coup qui propose des services très très similaires à ChatGPT, mais en ayant un modèle ouvert. C'est-à-dire c'est un modèle qu'on peut récupérer, télécharger, déployer dans son entreprise sans aucune fuite d'informations. Et donc dans Moviolia notamment, on va utiliser ce modèle-là parce que c'est le meilleur modèle de langage qui est actuellement libre. Enfin, c'est un des meilleurs. Et aussi qu'il y a toute une communauté qui développe autour de ce modèle-là. Donc c'est vraiment, quand vous regardez en fait l'actualité de l'IA en France, Mistral est jamais très très loin. Je pense que c'est quelque chose dont on va entendre parler de plus en plus, notamment avec en effet les changements politiques qui sont à l'œuvre. Ouais. Donc c'est vraiment le champion français de l'IA. Il y en a d'autres qui sont actuellement. Il y a QTI aussi qui a été fondé il n'y a pas longtemps, qui est sur d'autres segments, plus sur la parole, mais sur la parole, vraiment sur l'interprétation du son. Et donc tout ça, il y a des choses vraiment qui se passent. Il y a beaucoup de donc Xavier Niel qui est très impliqué dans QTI et qui essaie vraiment de lancer des entreprises basées sur l'utilisation de l'IA en France pour faire des modèles. Donc on n'est pas à la rue. On n'est pas complètement à la rue. Ce qui manque, il manque quand même des grands, notamment, il n'y a pas de solutions français, il n'y a pas des choses attachées à ça qui sont importantes, donc les réseaux sociaux ou des moteurs de recherche. On n'a pas ces choses-là. Ça a été fait ailleurs, aux États-Unis principalement. Et puis, c'est fait aux États-Unis. Il y a une dimension éthique qui se pose dans tout ça, à l'échelle locale comme internationale. Si tout le monde peut s'emparer de l'IA au quotidien, c'est ce que vous voulez. Est-ce que ça multiplie les risques d'une mauvaise utilisation de l'IA au quotidien ? On parle de fake news, de deepfake, etc. C'est sûr que c'est un sujet. Mais comme l'utilisation, j'ai envie de dire, d'Internet, que toute technologie, oui, il y a un enjeu, effectivement. Ça monte d'un cran encore plus. On parle d'images transformées, etc. Tout à fait. Alors, il va falloir à la fois de la sécurisation, il va falloir mettre des garde-fous, mais je crois qu'on le fait mieux si effectivement on participe à la diffusion de modèles ouverts. Et il y a des arguments aux États-Unis qui prennent le contre-pied de ce que nous on dit là, parce que on participe tous à un écosystème qui vise plutôt en France à développer ces systèmes ouverts et qui vont nous dire que justement c'est dangereux de mettre l'IA entre les mains de tout le monde. D'ailleurs, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a cet argument-là pour dire non, l'IA c'est aussi dangereux que le nucléaire. Il faut le laisser entre les mains de quelques gens responsables, dont bien entendu lui fait partie. D'accord ? Et là, nous, je crois qu'on doit prendre le contre-pied de ça pour pas se leurrer là-dessus. Et au contraire, diffuser ces modèles, en casser d'ailleurs la valeur économique, en faire une commodité que dont tout le monde peut s'emparer, et en même temps, former, acculturer, développer l'esprit critique. C'est ça l'enjeu
qu'on a avec l'IA. L'esprit critique et puis une dimension ludique. On voit les images qui passent derrière vous. Cette vidéo d'animation, alors c'est vous qui l'avez créée à partir de cartes postales anciennes. C'est un savoir-faire que vous voulez, dont tout le monde peut s'emparer. Vous avez envie que ça se passe comme ça d'ailleurs. Des images de Saint-Renan ont été faites d'ailleurs depuis. Ça, c'est accessible à tous. Dans quel but vous l'avez fait, Cyril ? À tout le monde. Alors nous, dans notre objectif, nous, chez Polaria, on a tout un écosystème qui accompagne la transformation des organisations. Mais dans notre mission première qu'on s'est donnée, c'est effectivement faire en sorte d'acculturer le plus grand nombre. Et il n'y a rien de mieux qu'effectivement de venir s'amuser avec la technologie, de la mettre à disposition du plus grand nombre pour venir réaliser des choses qui vont toucher les personnes. Et effectivement, j'ai pris, moi, l'initiative de créer une vidéo entièrement générée par IA à partir d'images historiques de Brest que j'ai colorisées, dont j'ai amélioré, et grâce aux IA, en tout cas la qualité, puis ensuite que j'ai animé. Et on le voit, là ici, Saint-Renan, on a d'autres personnes qui se sont emparées du même process que j'ai partagé de manière libre, avec des outils disponibles en ligne pour permettre à chacun de produire la même chose. On aura d'ailleurs prochainement à Brest un atelier à destination de retraités qui ont demandé de savoir faire la même chose. Génial. Vivement la retraite, moi aussi j'ai envie de savoir faire ça. Marina, je vous voyais sourire, le mot de la fin, quand vous voyez ces images-là, vous dites génial, ça peut être aussi, c'est ça qui est intégré dans la vidéo. Encore des opportunités à explorer pour créer des nouvelles vidéos, une nouvelle façon de faire, c'est chouette. Et puis Saint-Renan, pour le clin d'œil, nous on est historiquement basé là-bas, donc forcément ça parle. Merci beaucoup pour vos éclairages, pour vos témoignages à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. D'ici là, très belle soirée en Bretagne. Kenavo.